Vous écoutez Les Assassins sont parmi nous, un podcast issu des archives d'Europe 1. Ils sont comme vous, comme moi. Ils paient leurs impôts, s'effacent devant les dames, aident les aveugles à traverser la rue, jouent avec les petits-enfants. Et puis un jour, ils tuent. Les assassins sont parmi nous. C'est une Madame Irma, voyante extralucide enveloppée de chiffons multicolores. Elle exerce au 6e étage sans ascenseur d'un immeuble vétuste de Hambourg. Les initiés se repassent son adresse sous le manteau. Madame Irma est prudente. Pas d'annonce dans la presse, pas de carte de visite et aucun nom sur la porte d'entrée. La boîte aux lettres qui correspond à son appartement porte le nom banal d'Augusta Rome. Le fisc ne la connaît pas. Elle exerce depuis 20 ans à raison de quelques 200 francs la consultation et d'environ 3 ou 4 consultations par jour. Une belle retraite. Oh, l'investissement est faible. Matériel, une table dans le salon, un tapis noir, un jeu de cartes. Personnel, la concierge, qui perçoit une prime mensuelle pour guider les visiteurs et égarer les enquêteurs éventuels. Et puis alors un chat noir et un hibou en paille. À chaque coup de sonnette, Madame Irma enfile une sorte de djellaba noir par-dessus ses vêtements et ouvre la porte en souriant. Ce jour de décembre 1985, elle ouvre donc sa porte en souriant à Renée H., une jeune femme de 34 ans. Vous faites de la moto. Clairvoyance facile, le casque, les bottes, le blouson font de la visiteuse un petit extraterrestre de cuir noir. C'est une jolie brune, teint bronzé, dents blanches, silhouette mince. Asseyez-vous. Renée s'assoit devant la table noire, fouille dans son sac et présente à Madame Irma 2 photographies d'hommes, des portraits de vacances. C'était à Majorque cet été. C'est moi qui les ai faites. Madame Irma hoche la tête avec componction. Elle parierait sa boule de cristal sur l'hypothèse suivante. Le blond à gauche, genre playboy musclé, sourire éclatant, c'est l'amant. Le brun à droite, visage sérieux, regard tendu et un peu gêné devant l'objectif, c'est le mari. Bon, vous désirez savoir quoi exactement? Eh bien, je voudrais connaître l'avenir de ces 2 hommes. L'avenir immédiat, je veux dire. Ce qu'ils vont devenir dans les prochains mois. Madame Irma va se concentrer et dire. Mais il y a une chose qu'elle ne pourra pas dire, car elle est souvent psychologue, mais pas extralucide. Elle ne pourra pas pointer son doigt sur l'une des photos et annoncer « Celui-là deviendra un assassin ». Non, ce serait trop simple. Et pourtant, elle est bien simple, l'histoire que vous propose Marie-Thérèse Cuny. Et finalement, nous verrons que la Madame Irma ne s'est pas beaucoup trompée. Tout est une question d'interprétation, n'est-ce pas? Madame Irma réfléchit, se concentre sur le visage brun. Comment se prénomme-t-il? Michel. Bien, ne m'en dites pas plus. Michel. Cet homme sera bientôt seul. Vous êtes sûr? Certaine. Je vais faire un jeu sur lui. Vous allez voir la confirmation immédiatement. Madame Irma prend les cartes, bat les cartes, coupe les cartes, étale les cartes, recouvre et découvre les cartes. Ah, vous voyez? Le valet de cœur, associé au pic. C'est la solitude. Madame Irma se repose un instant. Peu courant, le chat noir, censé représenter une présence diabolique ou magique, et qui ronronne avec dédain sur le coin de la table. Elle passe maintenant à la 2e photo. Son prénom? Peter. Alors ici, petite parenthèse technique. Une voyante expérimentée devine à l'intonation de la cliente les liens qui l'unissent au portrait. Renée a prononcé « Peter » avec une légère inflexion de voix, une pincée d'admiration. La séance peut se poursuivre sans problème. Madame Irma est sûre de son diagnostic. Le premier, c'est le mari. Peter, le second, c'est l'amant. Peter. Cet homme n'est peut-être pas seul en ce moment. Je me trompe? Non. Je pourrais presque dire qu'il est marié. Je sens une présence à ses côtés. Mais ce n'est pas vous. Renée est fascinée. Cette Irma est formidable. Sa copine de bureau avait raison. Cet homme va connaître une rupture.
Une rupture? Oui, il sera délivré de certains liens. Vous voulez dire qu'il va divorcer? Nous allons vérifier avec les cartes, soyez patiente. Vérification faite, Peter divorce de sa femme. Michel se retrouvera seul. Et c'est ce que la visiteuse voulait entendre. Il est simple ce métier. Beaucoup d'observations, un peu de psychologie, des questions qui n'ont l'air de rien, et le travail est fait. Ça fera 200 francs. René H. galope dans les étages, le cœur battant, et enfourche sa moto avec délice. Le bonheur est une chose absolument extraordinaire. Elle a envie de crier, de zigzaguer dans la rue, car tout est clair et certain à présent. Elle va divorcer, et Michel, son époux depuis 5 ans, restera seul. De son côté, l'amant Peter divorcera à son tour, et ils pourront se marier. Évidemment, ce jour de décembre 1985, René est seul au courant des perspectives d'avenir. Michel l'attend à la maison comme d'habitude pour le dîner. Et Peter? Oh, Peter, il a eu beau dire l'autre jour, il y viendra au divorce. Il a peur d'annoncer la chose à sa femme, il tergiverse, mais il y viendra, puisque la voyante l'a affirmé, puisque c'est écrit dans les cartes. En arrivant au bas de l'immeuble, où elle occupe un appartement avec Michel, René gare sa moto et prend la décision. Eh bien, elle va tout dire le soir même à Michel. Ainsi, la situation sera plus nette. Et Peter sera bien obligé de la suivre. Dans l'ascenseur, René H., 34 ans, a le cœur qui bat d'impatience. Une nouvelle vie commence. Et elle sera fantastique. Vous voyez, c'est une histoire simple, banale, classique. Vous écoutez Les Assassins sont parmi nous. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Michel, l'époux de René, est un garçon calme et tranquille, 43 ans, fonctionnaire. Il aime les variétés à la télévision, la musique et le football. Il aime ses pantoufles, sa femme et dîner à l'heure. Ah, tu rentres bien tard? Un ennui au bureau? Non, non. Je t'aide à mettre la table? Ça ira, ne te dérange pas. Vite, un repas express à base de surgelé, 2 petits plateaux, charcuterie, fromage, une bonne bouteille de vin et enfin... J'ai hâte de parler, Michel. C'est important. Au contraire de la plupart des femmes qui trompent leur mari, René H. n'éprouve pas tellement de remords. La raison en est simple. Voilà, je suis tombée amoureuse de Peter pendant les vacances à Majorque. Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne t'es aperçu de rien, c'est normal. Au début, Peter et moi, on hésitait. Le soleil, la mer et tout ça. On craignait une attirance sans lendemain. Mais c'est plus grave. Il m'aime et je l'aime. Nous nous sommes revus depuis notre retour. Et maintenant, nous sommes sûrs de nous. Il va quitter sa femme, et je te demande de me rendre ma liberté. René saute les obstacles et va droit au but, exactement comme dans un rallye moto. Elle est d'une franchise absolument déroutante, autant que brutale. J'ai consulté une voyante. Elle m'a tout révélé dans les cartes. C'est le destin, Michel. Nous n'y pouvons rien. Estomaqué. Incapable d'avaler une bouchée, perdant ses pantoufles et son sang-froid habituel sous le coup de l'information, Michel bégaye son incompréhension, cherche à remettre les choses en place. Et Marion? Qu'est-ce qu'elle devient, Marion? Elle a voix au chapitre, j'imagine. Peter et elle sont mariés depuis 10 ans. Eh bien, il va la mettre au courant. Il te l'a dit. Oui, il hésite encore, il a peur de lui faire de la peine, mais c'est inévitable. C'est pourquoi j'ai voulu t'en parler la première, ça l'aidera à rompre. Mais il n'a peut-être pas du tout envie de rompre. Tu es folle, enfin! Je les ai vus ensemble, il y a à peine 24 heures. Ils avaient l'air amoureux, tu peux me croire. C'est même une réussite, ce mariage. Tu es devenue complètement folle. Tu t'es imaginé des histoires. Peter est incapable. Michel, regarde les choses en face. Nous sommes amants depuis les vacances. Je ne vais pas te faire un dessin ni te raconter nos conversations privées. C'est comme ça, c'est écrit. Et je suis sûr qu'il va divorcer pour l'amour de moi. René H. lit peut-être beaucoup de romans d'amour, un peu trop. Elle est d'ailleurs en train d'écrire le sien, à coups de phrases toutes faites et de confidences terribles. Nous nous retrouvons presque tous les jours dans un studio qu'il a loué exprès. Depuis 6 mois, nous passons au moins 2 heures ensemble. Quand? Enfin, quand? Tu travailles et tu rentres le soir? À l'heure du déjeuner, Michel. C'est effarant, ça.
Voilà une petite femme honnête et fidèle qui s'est jetée tout à coup dans la luxure et en plein midi. Michel se prend la tête dans les mains, devient fou. Il file à la cuisine, fouille dans les placards et en sort une bouteille de cognac. Une belle bouteille bien vieille, bien pleine, qu'il débouche avec rage. D'abord un verre, puis deux. Puis il boit au goulot, c'est plus simple. Oh, la bienfaisante chaleur, le soulagement procuré par l'alcool et qu'il assoit brusquement sur une chaise. Il regarde le décor, la petite cuisine bien rangée, les placards, la poubelle, ce petit univers qui semblait inaltérable, intouchable. Il reboit. Et René passe avec la vaisselle, fait la vaisselle, l'essuie, l'arrange, en le grondant gentiment. Ne bois pas tout. Tu es malheureux sur le moment, mais ça passera. Tu referas ta vie toi aussi. Allez, range cette bouteille. Mais fous-moi la paix. Bon, je vais me coucher. Oh, la garce, la menteuse défrontée, sans cœur. Elle ne répond pas. Elle est sous la douche. Michel l'imagine sous l'eau, contente d'elle, heureuse, savonnant et rinçant ce corps qu'elle a donné à un autre. Il reboit. Il a fini la bouteille. Il se sent bizarre, léger, titubant, mais lucide. 1 litre de cognac pour un homme qui boit peu habituellement, c'est une thérapeutique de choc. Le voilà maintenant dans la rue, nauséeux, dans le froid et le vent d'hiver. Il a mal au crâne, pas de manteau, il est en chaussons, et il tient dans sa main droite un énorme couteau de cuisine. Au poste de police, il fait une entrée remarquée. 2 hommes de garde l'encadrent immédiatement. L'un d'eux lui retire le couteau des mains avec précaution, en le prenant par la lame à l'aide d'un mouchoir de papier, car il est plein de sang. L'autre le questionne prudemment. « Qu'est-ce qui vous est arrivé, mon vieux? Qui êtes-vous? Vous avez vos papiers ?» Michel n'a pas de papier dans sa robe de chambre, et il tremble de froid, d'alcool et de tant d'autres choses. Il dit son nom d'une voix pâteuse. « Alors c'est quoi ce couteau? » Je l'ai pris dans la cuisine, dans le grand tiroir. C'est le couteau à découper les rôtis. Quand elle m'a avoué tout ça, j'ai cru recevoir un coup de massue sur la tête. Et puis après, je n'arrivais même plus à dire un mot. Alors je suis allé dans la cuisine, j'ai bu la bouteille de cognac. Je voulais arrêter la douleur. Ça faisait mal. Ça faisait mal. J'étais humilié. Alors ça m'a fait du bien, je me sentais abruti, mais après je me suis mis en colère. Une sorte de rage. Je me suis retrouvé avec le couteau à la main sans me rendre compte que je l'avais pris. J'ai couru dans la chambre à coucher. Et j'ai enfoncé le couteau dans sa poitrine. Elle dormait. Elle est morte tout de suite. Une fois dessoulé, Michel a raconté le pourquoi de son geste. Abattu, bourrelé de remords, il se faisait horreur. La cour l'a jugé irresponsable au moment du crime. Et il n'a été condamné qu'à 4 ans et demi de prison. 4 mois après le verdict, Peter l'amant divorçait de sa femme. Leur situation était devenue invivable. Ainsi, Mme Irma ne s'était pas beaucoup trompée. L'homme blond quittait sa femme, et l'homme brun se retrouvait seul, en prison, et après avoir décidé lui-même du côté définitif de cette solitude. Mais quoi, peut-on reprocher à Mme Irma de ne pas avoir vu dans les cartes le sang, le couteau et la mort? Vous venez d'écouter Les Assassins sont parmi nous, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation, Julien Tarot. Production,
Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvain Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus.